C'est une légende ou peut-être pas. Nous sommes à Athènes, 4 siècles avant Jésus-Christ. Une nuit, le philosophe Socrate fait un songe. Il voit se poser sur ses genoux un jeune cygne qui soudain se couvre de plumes et prend son envol. Le lendemain, lorsqu'un jeune homme beau comme un dieu se joint à ses disciples, Socrate déclare que ce jeune homme est le bel oiseau qu'il a vu en songe. Mon cher vieil ami Socrate, l'homme le plus juste de son temps. Platon a 20 ans lorsqu'il rencontre Socrate. Il a déjà écrit des tragédies, mais sous l'influence de son maître, il renonce au théâtre et brûle toute son œuvre. Le théâtre n'est qu'une vaine apparence au regard de la philosophie. Platon sent bien qu'il vient de rencontrer un sage dont la pensée et surtout la manière d'être vont déterminer toute sa vie. Il restera 8 années auprès du maître. Il restera auprès de Socrate jusqu'en ce jour de l'année 399 où le philosophe est conduit devant un tribunal constitué des représentants de la démocratie athénienne. Socrate est l'objet d'une triple accusation: impiété, importation de divinités nouvelles et corruption d'adolescents. On le condamne à mort. Ses disciples organisent sa fuite, mais Socrate refuse. S'il fuyait, il renierait tout ce qu'il a enseigné. Il reste donc et boit la ciguë. Socrate est mort et Platon, bouleversé par cette mort, entre en philosophie. Quand j'étais jeune, j'ai éprouvé le même sentiment que beaucoup d'autres jeunes gens. Je projetais d'aborder la politique dès que je pourrais disposer de moi-même. Or, voici dans quel état je trouvais alors les affaires de la cité. Le régime politique existant était honni par beaucoup de gens. Une révolution se produisit. 51 citoyens en prirent la tête. Plusieurs d'entre eux étaient soit mes parents, soit des connaissances. Je croyais naïvement qu'ils administreraient la cité de sorte qu'arrachant l'État à une existence injuste, ils le conduiraient dans la voie de la justice. Le jeune Platon était pris de justice, c'est-à-dire d'harmonie dans la cité. Or, la cité a tué Socrate. C'est pour lui un scandale insoutenable. Cet assassinat est le signe que la démocratie, c'est le jeu rusé et parfois criminel des opinions. Platon est d'autant plus sensible à cette injustice qu'elle est le fait de personnes de son entourage. Platon appartient à l'aristocratie. Lorsqu'il naît, le siècle de Périclès s'achève. Périclès, un ami de son père, vient de mourir de la peste qui sévit à Athènes. La cité ne sait pas encore que sa grandeur décline. Elle se bat, mais les révolutions politiques et les expéditions militaires catastrophiques la ruinent. L'époque des grandes tragédies va bientôt s'achever. Les sophistes fréquentent les riches demeures et battent les rues. La parole est au pouvoir. Un sophiste est en général un étranger venu à Athènes pour faire profession de son art de persuader. C'est ainsi qu'il s'enrichit. Sophos signifie habile en son art. Le sophiste enseigne et promet le succès par l'habileté, la séduction et la flatterie. Il développe l'art de réfuter et de raisonner de façon à embarrasser l'adversaire. Pour lui, le langage n'est qu'une technique, non le moyen d'aller au vrai ou au juste. As-tu ce que tu n'as pas perdu? Bien sûr, ce que je n'ai pas perdu, je le possède. As-tu des cornes? Non que je sache. Alors tu vois bien que tu as des cornes puisque tu ne les as pas perdues. Avant tout, Platon veut lutter contre eux, ces sophistes qui jouent de la vraisemblance au détriment du vrai, ces truqueurs, qui sont capables de faire gagner les fourbes devant les tribunaux, qui font que le pire l'emporte sur le meilleur. Si un homme de petite constitution, mais risque tout, a dépouillé et rossé un colosse débonnaire, qui croira-t-on si celui qui est physiquement faible affirme que c'est lui qui a été attaqué? Comment, dira le vrai coupable, fait comme je suis, me serais-je attaqué à un colosse comme lui? Quant à l'homme débonnaire, comment avouerait-il sa faiblesse de caractère? Lorsqu'on ne connaît pas le vrai, on juge sur le vraisemblable. Pour les sophistes, et Protagoras leur aîné le dit bien, l'homme est la mesure de toute chose. C'est-à-dire qu'il est son propre critère, qu'il décide de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais. Avec la mort de Socrate, Platon a découvert ce qu'il en est de laisser à chacun la mesure de la vérité. Le règne de l'opinion, c'est celui de l'arbitraire et du désordre, donc de l'injustice. Platon veut retrouver l'ordre véritable caché par ce désordre chaotique. Pour cela,
Il doit continuer à s'instruire. Mais s'instruire, est-il encore possible dans cette cité d'Athènes qui a tué son maître? Platon s'en va et il emporte avec lui les leçons de Socrate. Il cherche à les comprendre. Nul n'est méchant volontairement. Mieux vaut subir l'injustice que la commettre. Que veut dire « le connais-toi toi-même » que Socrate répétait après bien d'autres? Platon découvre que c'est une invitation à connaître ses limites. Découvrir les limites de ce que l'on sait, c'est aussi mesurer son ignorance, apprendre à discerner et tendre vers la sagesse. L'attitude et la vertu de sagesse, de même que la connaissance de soi-même, consiste à savoir ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Platon va méditer hors d'Athènes et même très loin. Le voici en Égypte, puis en Italie du Sud et en Sicile. Il est invité à la cour d'une sorte de despote éclairé, ou du moins qui voudrait l'être. Mais le tyran n'écoute pas ses conseils. Et puis, une querelle ou une invasion étrangère. Platon est embarqué sur un bateau ennemi et peut-être même vendu comme esclave. C'est un homme libre qui revient à Athènes, mais il a 40 ans. Du temps a passé. Il a beaucoup appris dans deux domaines opposés qu'il veut pourtant associer, les mathématiques et la politique. Pour les associer concrètement, il faut éduquer les jeunes gens dans ces deux disciplines. Voilà pourquoi Platon va fonder une école, une sorte d'université. Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, aurait-il fait écrire à l'entrée de l'académie. L'académie, c'est le nom d'un domaine qu'il achète au nord-ouest d'Athènes. Platon y fait construire des maisons, une bibliothèque, des sanctuaires. Il rédige un règlement. Cette académie, c'est un monde en soi, une sorte de modèle simplifié de cité idéale. L'éducation n'est point ce qu'affirment certains qui font profession de la donner. Ils prétendent en effet mettre la science dans l'âme où elle n'est pas, comme on mettrait la vue dans les yeux aveugles. Au-dedans de son âme, chacun possède la faculté d'apprendre et l'organe qui permet d'acquérir l'instruction. C'est avec l'âme tout entière que doit s'opérer la conversion de cet organe, jusqu'au moment où il sera capable, dirigé vers le réel, de soutenir la contemplation de ce qui, dans le réel, est le plus lumineux, ce que nous appelons le bien. Platon n'est plus seulement le disciple qui voulait rendre justice à Socrate. Il est devenu un maître. Il fait à son tour œuvre d'éducateur. Sa méthode d'éducation, c'est la dialectique. En une vingtaine d'années, Platon rédige ses dialogues les plus célèbres. L'éducation doit permettre à l'âme de parvenir à la lumière. Platon a découvert qu'il y a quelque chose de réel au-delà des apparences, quelque chose de permanent, qui est la vraie mesure de toute chose, les idées, qu'on appelle aussi formes essentielles. Des lits, des tables, il y en a une multiplicité, mais il y a bien une forme unique du lit et une forme unique de la table. L'ouvrier qui fabrique ces objets, c'est en regardant vers leur forme qu'il les produit, et ce n'est pas lui qui produit la forme elle-même. Quant au peintre, il produit aussi une table, ou plutôt sa reproduction en image. Alors, cela va faire 3 tables différentes, l'une naturelle, dont l'artisan est Dieu, une autre faite par le menuisier, une 3e, dont le peintre est l'artisan. Donc, selon Platon, le peintre imite celui qui fabrique et le menuisier, lui aussi, exprime l'idée. Le monde sensible n'est que l'expression de la réalité intelligible. Tout notre être, sans le savoir, est en quête de cet intelligible. L'amoureux, par exemple, il ignore qu'il vise autre chose que le plaisir sensible dans la contemplation de ce qu'il croit aimer. Il faut commencer dès la jeunesse à se tourner vers les beaux corps. Si l'aimé est bien conduit par son amant, il n'aimera qu'un seul corps et engendrera de beaux discours, pénétré par l'idée que la beauté d'un corps est sœur de la beauté d'un autre, et donc que la beauté est une et identique dans tous les corps. Celui qui aime doit se faire l'amant de tous les beaux corps, après quoi il doit regarder la beauté des âmes comme plus précieuse que celle des corps, et contempler la beauté qui est dans les occupations et les règles de conduite, s'élever ensuite aux sciences et en apercevoir la beauté jusqu'à ce que, tourné vers le vaste océan de la beauté, il emporte de beaux et riches discours dans un débordant amour de la sagesse, jusqu'à ce qu'il aperçoive cette science unique
qui est celle du beau en soi. De la sorte, Platon montre que nous possédons une aptitude à nous élever vers ce qui est éternel et immuable, les essences. La science qui permet d'y accéder, c'est la dialectique. Voilà pourquoi c'est à partir d'elle que tout peut et doit se comprendre, même et surtout dans le domaine politique. Platon y a tellement cru que par 2 fois encore, à 60 ans, puis 6 ans plus tard, il a repris le chemin de Syracuse en Sicile pour conseiller un tyran bien disposé. Mais à chaque fois, ce sera l'échec. Platon passera les 15 dernières années de sa vie à enseigner, à écrire ses dialogues les plus difficiles, sans jamais négliger de penser et de repenser les lois. Chacun de nous devra s'efforcer de mettre en évidence une manière d'être et une disposition de l'âme qui soit capable d'assurer à tous les hommes une vie heureuse. Les conditions de ce bonheur, c'est un état juste où règne l'harmonie entre les différentes fonctions sociales. Une cité est comme un corps. Ce corps comporte 3 parties. Le ventre et les membres qui doivent satisfaire leurs besoins, mais avec tempérance. C'est le domaine de la production et de la reproduction. Le cœur. Le cœur, lui, correspond à la fonction militaire qui exige la vertu de courage. Et au sommet, la tête. La tête gouverne selon la vertu de sagesse que les philosophes rois détiennent. Le genre humain ne mettra pas fin à ces mots avant que la race de ceux qui s'adonnent à la philosophie en toute rectitude et vérité n'accède à l'autorité politique, ou que ceux qui ont le pouvoir dans les cités et par quelque grâce divine se mettent réellement à la philosophie. Un rêve impossible? Pas pour Platon. Sans doute, il a échoué dans sa tentative d'éduquer les tyrans, mais il explique pourquoi la tyrannie est elle-même un échec. La tyrannie, c'est la logique des passions du ventre, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus bas en nous. La philosophie développe en nous un désir habituellement étouffé. La philosophie, donc, fait violence à ces passions qui maintiennent dans l'obscurité triste d'une prison que Platon décrit comme une caverne. La fameuse allégorie de la caverne nous donne une image destinée à nous délivrer des images fausses qui nous maintiennent dans notre servitude. Ah, si nous savions ce qu'il y a là-bas, dehors, dans le monde vrai.